Je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. C'est vrai que c'est bien de penser à nous de temps en temps. Bon, alors, ce sont des jeunes gens, des entrepreneurs qui ont décidé de, on va dire, dépoussiérer. Pourquoi dépoussiérer? C'est la chemise, c'était pas... Vous l'avez dit vous-même, c'est vraiment incontournable pour vous, Ah messieurs. Qui n'a pas besoin de s'acheter une chemise pour travailler, pour tous les jours? Et c'est vraiment la pièce phare et la pièce importante dans le vestiaire masculin. Et eux aussi, ils avaient besoin de chemises, mais ils se sont dit, on en a assez de payer des chemises très, très chères. Ce qu'on va faire, on va proposer des chemises de qualité, super bien coupées, à un prix compétitif. Et pour ça, eh ben, on va surveiller toutes les étapes de la chemise et on ne va pas prendre d'intermédiaire. On va acheter le tissu, on va la faire couper, on va l'envoyer et puis on va créer un site internet. Comme ça, ce sera beaucoup moins cher. C'est fabriqué en France? Alors, c'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué en Europe. Ils ont des tissus français, ils ont un savoir-faire français. Et en tout cas, ils se sont dit, voilà, sur Internet. Sauf que c'est vrai que l'humain, le contact, c'est important. Donc, ils viennent ouvrir une boutique pour justement expliquer la manière dont ils travaillent, pour qu'on comprenne aussi, puis qu'on essaye les chemises. Parce que c'est pas évident quand vous êtes derrière votre... C'est comme pour vous, hein? Oui, mais ils ont tout compris. Donc, nous les avons rencontrés. Puis, j'ai essayé de comprendre, voilà, puis de découvrir cette marque. Regardez. Le marché de la chemise pour hommes est un marché qui se porte bien. C'est un marché où il y a vraiment beaucoup de concurrence. C'est là où Ast est intervenu pour proposer un positionnement innovant avec des chemises haut de gamme à des prix accessibles. C'est vraiment une sorte de consommation responsable. C'est vous achetez un produit, vous ne l'achetez plus à l'autre bout du monde. Et on vous explique comment il est fait, où il est fait. Et nos clients sont assez friands de ce genre de conseils. On s'est rendu compte qu'il était possible de proposer des chemises haut de gamme à des prix accessibles, tout simplement en retirant la marge intermédiaire en vendant sur Internet, ce qui nous a permis de réduire vraiment les coûts, tout en gardant une qualité vraiment européenne contrôlée. Nous avons choisi d'ouvrir une boutique. Il fallait quand même un lieu de rencontre pour que les clients puissent essayer et découvrir de plus près nos produits. L'ensemble de notre collection est faite en Europe et en fait on va chercher les savoir-faire où ils se trouvent. On essaie de travailler vraiment avec les meilleurs. Donc, par exemple, on va travailler avec la France pour tout ce qui va être ceinture, pour tout ce qui est maroquinerie, l'Italie sur tout ce qui est cravate, accessoires et sur les tissus, on essaye d'aller chercher le savoir-faire où il se trouve. Nous sommes les seuls distributeurs de nos chemises, donc aujourd'hui nous n'avons pas de marge distributeur, nos stocks sont en Bourgogne et dès que vous passez commande, en 3 jours vous êtes livré et les livraisons sont gratuites. Aujourd'hui, nous, on a 2 gammes. On a une gamme formelle, ce qui va être des chemises assez classiques, assez business, et une gamme un peu plus casuelle, qui va être un peu plus amusante, sur laquelle on se permet un peu plus de fantaisie. Nous avons 3 types de coupes qui vont à toutes les morphologies, c'est-à-dire qu'on propose des options de grande longueur de manche, une chemise plutôt slim ou plutôt ajustée, son type de col, donc ça peut être un col français, ça peut être un col officier ou Mao. La chemise blanche, c'est l'éternel indispensable dont tous les hommes raffolent parce que voilà, ça peut être porté dans toutes les occasions. On essaie d'innover parce qu'on propose plusieurs tissus, plusieurs cols, plusieurs coupes et on essaie vraiment de proposer un large choix pour que chacun des clients puisse trouver son bonheur. Bon, quel est le prix, vous avez dit, la moyenne? Ça démarre à 54 € et ça va jusqu'à 99 € pour des tissus, par exemple, de Thomas Masson, qui est vraiment le summum des chemises pour hommes. Ils n'ont pas le droit de mettre le nom du tissu. Ça coûte à peu près, quand vous achetez une chemise avec un tissu comme ça, c'est plutôt des chemises qui sont à 180 €. Alors, ils ne sont pas les seuls. Sur le marché, on a déjà parlé de John Aston, du Chemiseur ou de Cotton Society. C'est vrai que sur Internet, vous avez plein de marques qui lancent des chemises. Voilà, c'est les derniers. Et puis surtout, voilà, on trace vraiment le produit et c'est important. Et c'est vraiment le côté éco-responsable qui séduit de plus en plus de personnes. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à l'actualité de l'emploi accessible aux passionnés de la petite reine, c'est-à-dire le vélo. Le métier, c'est coursier à vélo. Alors ça recrute en ce moment. Vous allez voir ça avec Sophie Pignal. Arnaud aime le grand air, la liberté et la musique. Et le métier de coursier lui permet de s'adonner à sa passion. Ça fait 4 ans que je suis coursier. Qui me plaît, la liberté, l'autonomie, le sport, beaucoup.
la difficulté aussi parfois. Pauline, elle, est seulement depuis quelques mois dans le métier. Alors le matériel du coursier à vélo, c'est tout d'abord un casque, des freins et des bonnes lumières. Je faisais beaucoup de courses à pied, des marathons. Du coup, pour moi, c'était une évidence de gagner de l'argent. En faisant du sport, pour moi, c'est ce qu'il y avait de mieux. Aujourd'hui, on exerce sur plusieurs modèles. On a des coursiers en vélo, des coursiers en moto, des coursiers en voiture. Nos coursiers roulent dans Paris. On va transporter des petites marchandises, donc du pli, du petit carton, jusqu'à du meuble. Et en fonction du colisage que le client va nous confier, on va adapter le véhicule au colisage. Petit à petit, Arnaud s'est pris au jeu. Et au mois d'août prochain, il participera au championnat du monde de coursier à vélo. Alors c'est ça, on va partir au championnat du monde de Montréal au mois d'août. Il y aura plusieurs activités. Ça reprend en fait une journée de coursier sur un circuit. On doit enlever des courses ou remettre des courses, on a des handicaps, porter des très gros cartons, les livrer en bon état par exemple, ce genre de choses. Dans un temps imparti bien sûr. Coursier à vélo, un métier souvent décrié car les conditions de travail ne sont pas faciles. Elles dépendent de la circulation, des conditions météo. Quant au statut, il est souvent précaire. On a la chance d'être en CDI, il y a très peu de boîtes dans Paris qui donnent des CDI aujourd'hui. Du coup j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai une semaine de 4 jours, j'ai presque envie d'y rester encore quelques années je pense. Les coursiers sont payés un salaire fixe. Il y a des primes aussi en fonction de la qualité de son travail et de sa prestation. Ce n'est pas des primes qui sont calculées sur la vitesse à laquelle il roule ou le nombre de livraisons qu'il va faire par jour. Voilà, c'est pas dans ce sens-là qu'on les calcule. Et le salaire fixe, pour certains, c'est le SMIC transport. Pour d'autres, c'est au-dessus du SMIC. Ça va dépendre un petit peu de l'évolution du coursier dans notre entreprise. C'est un métier, c'est pas un jeu quoi. C'est pas un jeu, c'est très dangereux en fait. Donc c'est un métier, ça s'apprend sur plusieurs années je pense. J'ai pas envie de changer, non. Je me suis habituée, je me suis fait... Je ne vois pas faire autre chose, en fait. On a toujours besoin de renouveler notre effectif de coursiers. Aujourd'hui, on recherche à peu près une vingtaine de coursiers. Job d'étudiant ou véritable passion, pour candidater, rendez-vous sur ce site internet. Plus aucun Français dans le tableau masculin. Voilà, William. Il y a des gens qui rient derrière vous, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a une certaine décontraction sur ce plateau. Une certaine moquerie même, je dirais. Peut-être, il faudrait... Oui, on va enquêter. passer un petit coup de tournevis là par-ci par-là. Je m'en occupe. Merci. Tout à l'heure. Nous allons retrouver notre correspondant permanent à Bruxelles qui, de temps en temps, le regrette. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez le temps qu'il fait là-bas à Bruxelles. Pour Valérie. Bon, heureusement, vous avez le parapluie France Télévisions qui est le meilleur. Il va vous parler, Valérie, du Tour de France qui va démarrer dans la capitale belge. Mais alors, c'est pas cette année, c'est pas l'année prochaine, c'est en 2019. Cela dit, c'est pas la première fois que le Tour et la Belgique font affaire commune. Ça ressemble même à une histoire d'amour, on pourrait dire ça, Valérie. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, la Belgique est le pays étranger où passe le plus souvent le Tour de France. 77 départs ou arrivées d'étape depuis 1947, une dizaine de fois d'ailleurs ici à Bruxelles. Alors cela ne doit rien au hasard, hein. Les Belges adorent le cyclisme en général et le Tour en particulier. Le Tour le leur rend bien. Les Belges cumulent également le plus grand nombre de victoires sur des courses classiques. Et puis surtout, ils ont le plus grand champion de tous les temps, Monsieur Eddy Merckx, bientôt 72 ans, un palmarès de dingue, et c'est pour célébrer le cinquantenaire de son premier maillot jaune que la grande boucle partira d'ici donc en 2019. L'annonce vient d'être faite, reportage. Eddy Merckx est remonté sur un vélo pour l'occasion. Pas peu fier que le Tour de France revienne sur ses terres. L'édition 2019 partira en effet de la Grand Place de Bruxelles, une évidence pour les organisateurs de la grande boucle. On sera vraiment dans le symbole de ses 100 ans de maillot jaune, le symbole de ses 50 ans de la première victoire d'Eddy Merckx, le symbole de cette Belgique qui est le cœur du cyclisme. Sa légende, ses courses, ses champions et son cannibale, bien sûr. Il est le plus rapide. Le cannibale, c'était le surnom d'Eddy Merckx, parce qu'il ne laissait aucune chance à ses adversaires. 5 Tours de France remportés, 525 victoires accumulées en 18 ans de carrière. Un champion très populaire. C'est incroyable, c'est en avoir encore la chair de poule parce que vraiment je ne m'attendais pas du tout qu'il y ait autant de monde après ma première victoire dans le Tour. Bon, je savais que la Belgique attendait depuis 30 ans une victoire dans le Tour de France, mais je ne m'attendais certainement pas qu'il y ait autant de monde ici. Bruxelles a ses géants.
Bruxelles et le Tour, c'est une longue histoire. La capitale belge a déjà accueilli plusieurs étapes et le grand départ en 1958, au pied de l'Atomium. Les élus se frottent les mains de le recevoir à nouveau. On peut faire de cet événement une réussite aussi sur le plan économique et social, avec des retombées en matière d'emploi, c'est important, et puis des retombées à plus long terme en termes de tourisme et de visibilité de Bruxelles partout dans le monde. En attendant le grand départ en juillet 2019, le Manneken-Pis, célèbre emblème de la ville, a déjà revêtu son maillot jaune. Cela dit, Valérie, les Belges n'auront pas à attendre 2019 parce qu'ils vont le voir passer là dans un mois, non ? Oui, il y a déjà 2 incursions effectivement dans ce Tour 2017. Alors le grand départ se fait en Allemagne cette année, à Düsseldorf, donc pas très loin d'ici. C'est le 1er juillet. Dès le 2 juillet, deuxième étape, c'est le Düsseldorf-Liège, étape incontournable dans le circuit du vélo, puisque Liège accueille la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Et puis après, ce sera Verviers-Longwy. Donc pour revenir en France, ça, ce sera le 3 juillet. Nul doute que les Belges sauront montrer au Tour de France qu'ils aiment le vélo et le Tour en attendant le grand départ ici en 2019. Et ils aimeraient montrer aussi qu'il fait beau en Belgique assez régulièrement au mois de juillet. Dans un mois, il fera très beau. Oui, il fera très beau dans un mois. Pas toujours le cas au mois de juin. Merci beaucoup Valérie. À plus tard. Bon. On commence par qui? Des gens que vous connaissez? Bonjour William, bonjour à tous. Oui, on va commencer par un dessin, vous le trouverez dans Le Monde. Il est signé Séverin Millet, on y voit des femmes et des hommes, à la fois col blanc de la politique et ouvriers du macronisme, ripolliner le palais Bourbon. La façade tire par endroits vers le bleu, par endroits vers le rouge, ça fait penser à la droite, un petit peu, à la gauche aussi, mais à peine. Et tout ça nous rappelle que nous sommes à 5 jours du premier jour des législatives. Une échéance dont pas mal de quotidiens se préoccupent à la une, à commencer par la Provence, qui se demande à qui va profiter la déconfiture annoncée du PS et de LR. Objectivement, le suspense n'est pas insoutenable, et je dirais même que la réponse à la question se trouve à la une de Libération, avec cet autre dessin signé Willem cette fois, où En Marche nous est présenté comme une machine à gagner, sur la foi, évidemment, des premiers résultats des votes des Français de l'étranger. Alors la mécanique est implacable, nous explique Laurent Geoffrin, avec environ 30% des voix au premier tour. Eh bien, les candidats d'En Marche seront présents au second dans de nombreuses circonscriptions, avec un avantage automatique, parce que s'ils sont face à la gauche, la droite aura tendance à voter pour eux par refus du PS ou de la France insoumise de Mélenchon, et vice-versa s'ils sont face à la droite ou à l'extrême droite. Pile, je gagne. Face tu perds, c'est tellement simple que c'est à se demander comment le centrisme a pu s'y prendre pour réussir à ne jamais exister dans notre pays pendant des décennies. Alors évidemment, le succès d'En Marche se construit sur le dos des autres et n'épargne pas quelques figures politiques. Vous lirez ainsi dans les Échos qu'à Villeurbanne, Najat Vallaud-Belkacem lutte contre la double peine, une défaite aux législatives qui suivrait celle de la présidentielle. Et vous lirez dans Le Parisien cette curieuse déclaration de Nathalie Kosciusko-Morizet. Dans 10 jours, ma voix peut s'éteindre. NKM, candidate à Paris, reconnaît qu'elle joue là sa survie politique. Alors on va continuer à feuilleter Le Parisien parce qu'on y apprend, ou on y réapprend, qu'il y a derrière chaque combat plus qu'une circonscription à gagner. Aucun des 7882 candidats, c'est d'ailleurs un record qui sillonne actuellement les marchés, ne vous l'avouera, mais cette élection recèle bien des enjeux financiers, lesquels valent bien que l'on investisse un peu. C'est ainsi que chaque candidat, s'il paye de sa personne, doit aussi bourse délier pour 1. Faire imprimer les bulletins de vote à son nom et 2. Informer sur son programme. Ça coûte entre 3 000 et 6 000 euros. L'État ne rembourse que ceux qui recueillent plus de 5% des voix. En retour, tout cela peut rapporter gros, surtout aux partis politiques. Un député élu rapporte 37 280 euros. 280 euros à son parti. Cette aide, renouvelée tous les ans pendant 5 ans, s'applique aussi aux sénateurs. Par ailleurs, les partis ayant obtenu au moins 1% des voix dans 50 circonscriptions perçoivent 1,42 € par voix, là encore, tous les ans, pour une durée de 5 ans.
Alors c'est ainsi que le PS a touché près de 25 millions d'euros l'an dernier, ou encore que LR a empoché plus de 18 millions d'euros. Le jackpot, évidemment, cette année, et pour les 5 ans qui viennent, c'est sans doute pour le mouvement En Marche. On appelle ça le financement public de la vie politique. Cela représente 40 à 100% des ressources des partis politiques. Et vous lirez dans Le Parisien qu'il y a quelques effets pervers. Depuis qu'il a été mis en place, eh bien, le nombre de candidats explose dans chaque circonscription. Avant, on était à environ 5 candidats en moyenne. Et cette année, ils sont près de 15 candidats en moyenne par circonscription. Merci, à tout à l'heure. On rappelle ce que c'est, Brigitte, que la phlébite? Oui, bien sûr, la phlébite, c'est quand un caillot va se bloquer dans une veine profonde de la jambe, le plus souvent au niveau du mollet. Alors la phlébite, ça peut devenir grave parce que ce caillot peut migrer via la circulation sanguine dans les poumons et provoquer une embolie pulmonaire, un accident qui concerne et qui malheureusement tue chaque année en France 10 000 à 20 000 personnes. Donc c'est ça la gravité de la phlébite, donc il faut savoir la reconnaître. Quand on a une douleur dans le mollet, la cheville ou le pied qui gonfle, une chaleur inhabituelle au niveau de cette zone douloureuse, et on peut faire le diagnostic très facilement par un écho-doppler. Alors il faut savoir que les facteurs de risque, c'est une immobilité par exemple après une chirurgie à cause d'un plâtre, la grossesse est un facteur de risque, le trajet en avion de plus de 6 heures est un facteur de risque, la pilule contraceptive et notamment les pilules de dernière génération, nous en avons beaucoup parlé dans les médias. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va traiter les patients qui ont une phlébite par des anticoagulants et par des bas de contention. Ouais, mais les bas de contention que l'on met en avion notamment. En avion, effectivement. Et quand on a passé cet épisode, quand on a été traité, les études montrent que 30 à 50% des patients et des patientes vont avoir des complications, des séquelles de la phlébite, c'est-à-dire des douleurs encore dans la jambe, une jambe enflée, etc. Et pour ces patients-là, on ne leur propose aujourd'hui que ces fameux bas de contention, pas pratiques, pas toujours esthétiques, même s'ils ont fait de grands progrès, c'est pas toujours facile de les mettre l'été et c'est pas facile de les mettre tous les jours sur la durée. Et c'est pour ça qu'un traitement innovant commence à faire parler de lui, un traitement, vous l'avez dit, non invasif. On ne va pas ouvrir la jambe, on va traiter un petit peu ces veines de la jambe qui se sont en quelque sorte un petit peu refermées, qui sont mal irriguées. On va les traiter un petit peu comme on traite les artères du cœur après un infarctus. On regarde. Certains patients, plusieurs mois après l'épisode initial de la phlébite, gardent des symptômes comme une grosse jambe, des douleurs à la marche, une jambe gonflée. Et ceci est dû au fait que les veines du bassin, les veines du pelvis ne se sont pas débouchées. C'est à ce moment-là qu'on peut les aider avec une intervention. L'intervention consiste à déboucher la veine. Sous anesthésie générale, on va faire une petite piqûre au niveau de la cuisse. Ensuite, à travers cette piqûre, on va passer un guide à travers la zone occluse. Ensuite, sur ce petit guide, on va installer un ballon d'angioplastie qui va dilater la veine. Toutes les veines occluses vont être réouvertes. Ensuite, on va passer un stent, qui est un système métallique qui va s'ouvrir tout seul et maintenir la veine bien ouverte sur toute la zone où on l'a débouchée. Et ça va donc permettre à la circulation sanguine dans la veine de redevenir complètement normale. En général, on utilise 1 à 3 stents pour déboucher la totalité de la veine bouchée. Le stent va rester à vie parce que ce sont des métaux qui sont bien étudiés, qui sont parfaitement bien tolérés par l'organisme. Bonjour. Bonjour. J'ai fait une phlébite à 7 mois de grossesse en 2015, veine iliaque et veine fémorale. À gauche. Les études ont montré dans différentes équipes, en France et à l'étranger, qu'on obtient une amélioration clinique franche des symptômes chez à peu près 80 à 90% des patients. Disparition de la grosse jambe, disparition des douleurs à la marche, disparition des fatigues le soir après une position debout prolongée, parfois même des ulcères veineux qui vont guérir. On peut probablement réduire la durée du port des bas de contention et souvent des patients qui ont été obligés d'arrêter leur activité sportive parce que dès qu'ils faisaient du sport, la jambe gonflait et ils ne pouvaient absolument pas faire de course à pied ou de natation ou tout autre sport. Et après l'intervention, ils peuvent retrouver une vie normale et reprendre leurs activités sportives. Les femmes qui ont eu une phlébite et que nous avons opérées
peuvent avoir une grossesse probablement dans des meilleures conditions parce que cette opération permet de réduire le risque de récidive de la phlébite. Et oui, bien sûr, parce qu'en plus, la phlébite, ça ne touchait pas que des personnes d'un certain âge, ça touchait les jeunes des femmes aussi. jeunes au cours d'une grossesse, on l'a dit, pilule de dernière génération, donc des avantages pour ces femmes-là. Merci Brigitte, à tout à l'heure. Mais d'abord, pour les 4 vérités, ce matin, Caroline Roux reçoit Benoît Hamon. Oui, Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle, il est aujourd'hui candidat dans les Yvelines aux législatives. Il promet de lancer un mouvement transpartisan, mais ça, ce sera pour l'après, pour le 1er juillet. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Caroline. Alors je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance des premiers résultats des votes des Français de l'étranger pour les législatives. Il semblerait que s'annonce une vague La République En Marche. Est-ce que vous attendez l'impact ? On peut nous attendre l'impact. La question c'est quel impact sur les Français. Et maintenant on est en train d'en savoir un tout petit peu plus sur ce qui va se passer derrière à l'Assemblée nationale. Notamment sur le Code du travail, et le Code du travail qui a plus d'un siècle, et donc le bon sens de M. Macron va nous amener à remettre en cause, par exemple, le fait que dans votre contrat de travail, celui que vous signez, les protections qui sont les vôtres soient fixées dans la loi, ce qui est aujourd'hui le cas, et demain, pour ce qui est du préavis, du délai de préavis, des conditions de votre licenciement, c'est dans l'entreprise elle-même que l'on fixera les conditions dans lesquelles vous pouvez être licencié. Un contrat entre le patron et le salarié, sur les conditions, par exemple, qui conduisent au licenciement. Exactement. Et imaginez, au moment où vous cherchez un emploi, est-ce que vous êtes, à ce moment-là, en situation, vous, de négocier quoi que ce soit? Non, vous appliquerez les règles qu'on vous proposera, qui auront été sans doute négociées en une entreprise, mais ça veut dire donc que, entreprise par entreprise, le contrat de travail, les protections qui sont les vôtres, elles seront fixées par l'entreprise et non plus par la loi. Bon, on peut appeler ça le bon sens, mais on peut dire Emmanuel Macron est un petit génie. Ça fait un siècle qu'on sait quoi, qu'on a besoin de protection au niveau de la loi, sans quoi les salariés, qui n'ont pas forcément toujours le rapport de force très favorable, eh bien, seraient moins bien protégés. Alors le gouvernement dément être à l'origine de ce texte qui a été publié hier dans le Parisien. Donc vous dites oui, bien sûr, parce que vous considérez que c'est ça qui nous attend. Mais évidemment que c'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend tous. C'est ça qui nous attend sur les indemnités de licenciement. C'est ça qui nous attend sur les conditions du licenciement. C'est ça qui nous attend sur la durée du travail. Mieux, le travail de nuit. Vous avez vu que jusqu'ici, le travail de nuit ont été encadrés de telle manière que les Français soient protégés. Ils pourraient être réduits, en tout cas ne correspondent qu'à la période minuit, 5 heures du matin. Mais si vous arrêtez à minuit, vous savez à quelle heure vous rentrez chez vous ? Vous rentrez chez vous beaucoup plus tard. Donc tout ça, c'est une vraie régression sociale. Et tout a été dit avant. Pardonnez-moi de vous couper. Ce que dirait Emmanuel Macron s'il était face à vous, il vous dirait... Les Français ont été prévenus sur la réforme du marché du travail. Oui, je leur avais dit que je voulais réformer. Oui, mais pas ça. Effectivement, c'est des choses qui n'ont pas été négociées. Mais réformer, c'est aussi vouloir faire progresser les choses, améliorer la situation des salariés. Quand le mot réformer ne sera pas forcément associé à un recul pour les salariés, au motif qu'il faut essayer cela, le pari d'Emmanuel Macron, c'est d'expliquer que parce que les Français seront trop protégés, il n'y a pas assez d'emplois. Donc en gros... Si ceux qui travaillent aujourd'hui ont moins de droits, qu'on peut les licencier plus facilement, on en embauchera d'autres. C'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce que ça sous-entendrait que les Français ont voté sans savoir, ont voté... ça, ils ne le savaient pas, puisque Emmanuel Macron ne l'a jamais dit. D'accord, vous avez parlé de la barémisation des indemnités de licenciement. Ça, c'était clairement énoncé. La réforme, la plus de flexibilité, c'était annoncé. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui votent pour Emmanuel Macron vont bien. Ils vont bien dans leur vie. Ils vont même très bien. Et aujourd'hui, ils s'entendent sur une vision de la société qui laisse à croire que si ceux qui vont mal sont moins bien protégés, on réduira le chômage. La réalité, je ne crois pas à cela. Et je veux donner un exemple. Ça peut marcher pour réduire le chômage. Cela peut marcher. Mais ça se traduira par une augmentation de la pauvreté comme en Allemagne. Je reprends cet exemple tout le temps. Il y a 17% de pauvres en Allemagne. 5% de chômeurs, mais 17% de pauvres. En France, on a 10% de chômeurs et 14% de pauvres. Alors notre modèle n'est pas satisfaisant. Il faut évidemment aujourd'hui s'y attaquer. Mais le choix fait par Emmanuel Macron, qui en cela ressemble beaucoup à Madame Thatcher et à quelques grands dirigeants de droite, d'ailleurs, je le dis, le programme de la République En Marche sur les questions économiques et sociales et le programme des Républicains. Il sera voté par les Républicains. D'où l'importance d'avoir des parlementaires de gauche à l'Assemblée nationale. Vous faites parfois les questions et réponses. C'est très bien, hein, mais juste, est-ce que vous pensez que les syndicats peuvent accepter cela ? Non, je ne crois pas. Parce que pour l'instant, ils ont l'air assez calmes. Il y a des points, comme toujours dans ce genre de discussion,
tout ne sera pas négatif. Il y a un point sur lequel tout le monde va s'entendre. Il faut renforcer les pouvoirs des salariés dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils aient davantage de décision et de pouvoir de décision sur leurs conditions de travail, ce qui les concerne. Ça, moi, je le voterai. Mais le reste, je ne le voterai pas. Et j'observe d'un point. Vous savez, je me suis beaucoup battu pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Toutes ces pathologies psychiques qui concernent toutes sortes d'établissements et qui sont liées au travail. C'est parce que votre organisation du travail change, vous avez trop de pression, vous sombrez. Là encore, pas un mot sur ces réalités. Là, ça, c'est la santé au travail. Ce qui me frappe, c'est l'absence de modernité de tout cela. C'est tellement vieux jeu que c'en est éclatant. On en revient à la toute première question que je vous avais posée. C'est ce qui est en train de s'annoncer, si on regarde encore une fois les premiers scrutins des Français de l'étranger sur ces législatives, ou alors même les sondages, une vague, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, La République en marche. Est-ce que par exemple sur le terrain, vous entendez cette petite phrase qu'on entend parfois, oui, ben quand même, on va lui donner une majorité, on va essayer. En gros, on va être cohérent avec ce qui s'est passé à la présidentielle. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces Français-là qui disent ça ? Mais je leur dis, mais est-ce que vous voulez de cette réforme du Code du travail ? La plupart, non. Je dis, mais à force de faire des votes tactiques, où on va finir par oublier quel est le sens d'un vote. Le sens d'un vote, c'est de dire quelle est la politique que vous voulez pour vous et votre pays. Si vous ne voulez pas, demain, que votre contrat de travail, les règles de protection qui vous concerne soit fixé par votre employeur, votre entreprise, ne votez pas pour cela. Et j'entends ce que vous dites, hein, je l'ai déjà entendu, mais moi, la responsabilité qui est la mienne, en tout cas l'idée que je me fais aujourd'hui de ce qu'il faut dire dans un moment comme celui-là, c'est que donner une majorité pour une majorité, ça n'a pas beaucoup de sens, surtout qu'il s'agit maintenant de dissiper un peu le brouillard dans lequel nous sommes depuis les présidentielles. Quel brouillard ? Le brouillard, c'est quoi ? Celui d'une communication où on nous survend la poignée de main à M. Macron, la posture face à M. Poutine, mais à la fin... C'est important, ça, non ? Oui, mais à la fin, ça ne va pas empêcher M. Trump de quitter les accords de Paris, et c'est pas parce qu'on lui a bien serré la main qu'on n'a pas des conséquences qui sont des conséquences extrêmement graves sur les engagements qui doivent être pris par la communauté internationale. On ne voit pas où est le brouillard, du coup ? Mais le brouillard, c'est quoi ? C'est une sorte de Macron-mania qui nous fait oublier les politiques qu'il va mettre en œuvre. Je le disais tout à l'heure, sur les questions économiques et sociales, c'est le programme en matière sociale qui est celui des Républicains, de la droite. Et même parfois, je pense que ça va même bien au-delà en termes de dérégulation des services publics, du rôle de l'État. C'est très concret, ça. Hein, c'est très concret et c'est très clair, à la fois ce que vous avez dit sur le Code du travail et les réformes à venir. Le problème, c'est que ce discours-là, est-ce qu'il est porté sur le terrain par des candidats qui sont en situation de l'emporter ? Est-ce que vous croyez qu'on est à la veille d'une déroute, d'une gifle, d'une claque, choisissez les mots que vous voulez, de la gauche, du Parti socialiste ? Non, moi, je vous laisse les mots, mais... non, on va connaître probablement un échec, et comme je me suis bien placé pour voir ce qu'est le poids de l'étiquette socialiste en ayant été candidat aux élections présidentielles. Et pour autant, ma grande fierté, c'est que je crois que aujourd'hui, les idées nouvelles, justement, non pas les postures, le genre nouveau, le style nouveau, les idées nouvelles, nous les avons, je les ai portées lors de l'élection présidentielle. De quoi a-t-on parlé ? On a parlé du revenu universel, de la taxe sur les robots, justement de la transition écologique. Peut-être était-ce trop tôt. Peut-être, surtout, l'étiquette empêchait-elle de parler sérieusement de cela ? Pourquoi ? Parce que Votre problème, c'était le PS ? Je ne sais pas, on verra bien. Et moi, j'endosse une part de la responsabilité, je l'ai fait le soir même. Et une part importante, il serait injuste de reporter ça sur tous les autres, sauf sur moi. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire, du coup ? Mais justement, je pense qu'aujourd'hui, la gauche est en grand chantier, qu'il faut la reconstruire, qu'il faut dépasser justement ces étiquettes, ces fidélités partisanes. On peut être fidèle à des valeurs, à une histoire, et en même temps... Je crois qu'il y en a besoin d'une grande respiration. C'est ce que disait Emmanuel Macron, vous vous souvenez, qu'il fallait dépasser les partis, les étiquettes. Oui, mais pour faire du Thatcher en matière de droit du travail, pardon, mais tout ça c'est très vieux jeu. Et en réalité, il a pour lui l'art de la communication. Il lui reste encore à démontrer l'art du pouvoir, l'art de la politique, et surtout l'art d'être juste. Je ne le crois pas capable d'être juste. Ça veut dire quoi, ça ? Juste avec les Français, de faire porter les efforts sur ceux qui peuvent le plus. Il va supprimer l'impôt sur la fortune. Il va augmenter la CSG des retraités. Supprimer l'impôt sur la fortune. Pour ceux qui ont un portefeuille financier. Voilà. Donc vous allez me dire, les bébelles économiques vont faire ceux qui ont aujourd'hui un beau patrimoine en action, et donc qui ont augmenté la CSG, qui va toucher qui ? Artisans, fonctionnaires, retraités.
parce que les autres, ce sera compensé, les salariés, mais les autres, ceux dont j'ai parlé, artisans, fonctionnaires, retraités... Fonctionnaires, ce sera compensé aussi, vous le savez bien, c'est dans les avec très tuyaux. peu d'engagement. Non. Bon, moi, j'attends de voir... Il paraît qu'il faut qu'on arrête. Oui, mais il faut qu'on arrête, mais en tout cas, je vous promets. Là, ça n'est pas juste. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Hamon. Allez, c'est à vous, William. Vous n'avez pas d'avis? Il reviendra, il faudra réinviter. Oui. Merci beaucoup. Yann Lavoie va vous présenter maintenant une innovation Cocorico. C'est français, s'il vous plaît. Et cette innovation a reçu un prix, c'est pas n'importe lequel. C'est une médaille au concours Lépine. On ne donne pas ça à des innovations qui n'ont pas de perspective de se développer. Alors, un autre prix aussi, ça, j'ai découvert ça. Ouais, le prix du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Il y a un ministère de... Mais vous savez, on affiche ces décorations dès qu'on en obtient. Donc il y a là, un prix du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation? Vous qui n'êtes pas très fan, par exemple, de la réalité virtuelle où on a un casque, vous allez adorer ça parce que, en fait, c'est à peu près la même chose. On est dans un monde immersif, mais sans avoir besoin du casque. En fait, ils ont été capables de rendre interactive n'importe quelle surface vitrée. Vous prenez une vitre, vous mettez dessus un film qui est un peu magique, qui va laisser passer l'image qui est projetée par un vidéoprojecteur, puis ensuite, elle ne va pas laisser passer tous les rayons infrarouges qu'on va lancer et qui vont déterminer certaines zones. En gros, je dois appuyer sur des champignons qui apparaissent sur la vitre. Eh bien, il n'y a que ces champignons qui seront interactifs parce que les rayons laser passeront juste sur les champignons. Et voilà, regardez là, comme là, on le voit, le monsieur touche à gauche la vitre. Eh bien là, ça va fonctionner. Et ça marche de cette façon-là. Pourquoi on appuie sur des champignons qui sont sur une vitre Je vous ai donné un exemple parce que vous allez le voir là, mais ça peut être par exemple une cage de football. Et le ballon va entrer dans la cage et le filet va bouger parce que le ballon va entrer et que je ne vais pas l'avoir arrêté. Ça, c'est pour du divertissement. Alors, il y a du divertissement, vous allez le voir, il y a de l'éducatif qui est vraiment super intéressant. On peut imaginer poser des enfants devant une vitre comme ça qui projetterait, par exemple, je ne sais pas moi, des planètes. Il faudrait les retrouver. On vous poserait la question, où est Saturne, où est Jupiter? Et vous iriez toucher sur la bonne planète, par exemple. D'accord. Et donc, voilà. Parce que les champignons, là, on se demandait peut-être pourquoi pas on va toucher les champignons. J'ai bien vu que vous n'étiez pas là, très déjà, champignons. la planète, c'est mieux. Oui, j'ai vu que vous n'étiez pas très champignons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le faire sur une toute petite surface vitrée, mais là, vous allez le voir, c'est un véritable cube. Et là, ça devient vraiment intéressant, et là, ça devient très immersif. Regardez. Le concept est de rendre des très grandes surfaces réactives. On va prendre 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Bon, ici, on a 16 mètres carrés, mais on pourrait prendre beaucoup plus. Et on le rend complètement interactif avec des effets comme grande tablette tactile. On va toucher la surface et ça va générer des réactions et des actions. On va projeter une image et on va pouvoir récupérer des signaux et pouvoir rendre la surface entièrement réactive et tactile. Cette techno nous permet d'utiliser à la fois du polycarbonate, nous permet d'utiliser du verre, tout ce qui va être transparent. Nous, en tant qu'utilisateurs, on va ne voir que des grands écrans. Tout est à l'intérieur par le biais de vidéoprojecteurs. On va calculer l'ombre que va émettre les gens, les mains, les balles, les ballons, et donc récupérer une information et se servir de cette information pour l'intégrer dans des programmes variés. On peut décider de ne reconnaître que le ballon, à telle taille, à tel diamètre, telle balle de squash, telle balle de tennis ou telle main. Et donc, on peut filtrer ce qu'on va utiliser pour la détection. Ça peut aller dans une salle de classe. On a eu beaucoup de professeurs des écoles qui nous ont dit mais ça permettrait de rendre intéressant le cours. On pourrait envisager, alors pour les jeux, des laser games. Là, tout devient complètement réactif, puisqu'on peut même récupérer des informations laser, des informations en ultraviolet ou des informations en infrarouge. Je pense que c'est vraiment un casse-tête. On a un dispositif où ni une balle de squash, ni un ballon de foot, ni même quelqu'un d'enragé se fracturant la main sur la surface arrivera à poser un problème sur la détection et sur l'appareil. Ce qui est
très intéressant, vous l'avez vu, c'est que ça ne répond pas uniquement à la main, au toucher de la main. Voilà, vous avez, si on décide que c'est une plume qui fonctionne, eh bien la plume pourra fonctionner. Et vous l'avez vu, énorme résistance au choc. On a tapé dedans. J'ai l'impression que c'est souple. Oui, c'est assez souple. Bon, là, parce que je pense qu'ils avaient pris une forme de plexi, si vous voulez, oui. parce qu'ils savaient qu'ils auraient des jeux comme ça. Mais encore une fois, vous pouvez le prendre sur n'importe quelle surface vitrée. Là, le cube, il faisait 16 mètres carrés, il pesait 5 tonnes quand même. Voilà. On ne peut pas mettre ça dans toutes les classes. Non, mais vous pouvez imaginer en revanche des vitrines de magasins, par exemple, ou bien sur certains événements, que l'on puisse se servir de surfaces vitrées et de les rendre complètement interactives et tactiles. Si vous voulez en savoir plus, vous regardez le site de Télématin, les prix, etc., la disponibilité. Merci Yad, à plus tard. Cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Alors c'est une nouvelle façon de consommer. On en avait déjà parlé avec vous il y a quelques temps de ça, c'est-à-dire on se groupe. Pour faire un achat. Pour faire un achat. Souvent, quand on achète, que ce soit une belle voiture décapotable, on va s'en servir 3 week-ends par an. Une tondeuse, en général, c'est rare que vous en serviez tous les jours. Enfin, il s'agit de biens qui ne vont pas vous être utiles quotidiennement. Et donc, vous allez acheter ce bien avec d'autres personnes et vous le partagez. Même la voiture décapotable ? Même la voiture décapotable. Ah ouais. Donc, soit vous trouvez sur le site des personnes que vous connaissez déjà, qui sont des amis, c'est plus simple pour une voiture, ou pourquoi pas des voisins qui habitent pas très loin de chez vous, parce que c'est sûr que si vous achetez une tondeuse à 5 et que chacun habite une région de France différente, ça va être plus compliqué pour se la partager. Mais l'idée, c'est de consommer moins et mieux, et de faire moins de gaspillage. Ça s'appelle Acquisiloc, on est allé rencontrer le fondateur. Acquisiloc, c'est une solution qui permet de se faire plaisir sans se ruiner, c'est-à-dire d'acquérir à plusieurs et d'utiliser et de partager les coûts à plusieurs. Donc c'est une solution qui est assez révolutionnaire et économique. Il y a tellement de choses qui sont peu utilisées que l'on stocke dans notre garage ou dans nos placards. Ça peut être une voiture plaisir, ça peut être un camping-car, une moto, un broyeur à végétaux, une sorbetière, un robot aspirateur avec son voisin de palier. La proposition du site, c'est de la même façon que pour le covoiturage, vous allez géolocaliser quelqu'un qui a le même besoin que vous en matière de trajet. Là, vous allez géolocaliser quelqu'un qui a le même besoin que vous en matière d'objets. Et d'autre part, le site va servir à donner aux 2 associés ou 3 associés un contrat qui va les sécuriser par rapport au partage de cet objet. Et également, le site vous propose une gestion d'un calendrier partagé et qui va justement faciliter l'échange du bien entre les différents partenaires. Au niveau de la démarche de l'achat de l'objet en lui-même, ça c'est les partenaires qui ont le libre choix d'aller choisir dans n'importe quel magasin le produit qu'ils désirent. Alors nous nous rémunérons en prenant une commission puisqu'il y a un échange financier entre les différents partenaires et nous prenons une petite commission de 4% pour faire vivre le site. Oui, par exemple, des gens qui skient. Moi, je ne skie qu'en décembre. L'autre dit, oui, mais moi, je skie qu'en février. Ils achètent les mêmes skis, puis après, ils se débrouillent pour se mais il y a un contrat quand même. Il y a un contrat, parce que si on abîme le matériel... Exactement. Si jamais on abîme, on se fait voler le matériel, qu'il y ait une garantie et qu'on puisse se faire rembourser, que la personne qui ne soit pas l'origine du dégât puisse être indemnisée. Donc, c'est à vous d'être imaginatif. Vous pouvez tout vous partager, à part les êtres humains. Sinon, ça... Partager l'être humain. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. C'est notre commerce qui n'est pas très... Non, c'est pas très reluisant. Nous n'en parlons pas à Télématin. C'était avant que vous me posiez la question. Bien sûr. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir la liste des objets en question qui peuvent s'acheter... Nous avons un site internet, une chaîne YouTube. Nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram. Nous sommes partout. C'est vrai. Et sur quelques planètes aussi. Merci beaucoup. Alors ça, c'est la musique de Top Gun que vous avez bien sûr reconnue. Pourquoi? Parce qu'on va parler de Tom Cruise. Est-ce que chaque fois qu'on parle de Tom Cruise, on met Top Gun? Pas du tout. C'est que Top Gun, il n'y en a eu qu'un. Ouais, dans les années 80. Il y en aura peut-être un deuxième. Il le tourne l'année prochaine. Écoutez, excusez-moi.
c'est un scoop. J'avais la chair de poule quand j'ai appris l'info. Oh, j'ai encore la chair de poule. Franchement, il y a de quoi. Avec ce titre-là qu'on entend, qui est emblématique. Bah oui, Maverick, le pilote d'avion Alors le attendez, plus ça avait sexy été de la tourné en Terre. quelle année? Ça, il y a 20 ans ou non? Dans les années 80, en 86, très Avec, exactement, c'était la Tony magnifique Scott. Kelly McGillis. Qui était sublime. Je ne sais pas si elle sera dans le deuxième volet. On ne sait pas. On ne sait rien. On sait juste qu'il y a un Top Gun. Elle est un tout petit peu plus âgée que Tom Cruise, 54 ans. On veut bien les coordonnées de son dermato-esthétique parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours aussi charmant. Alors là, mais il est là en France, pourquoi? Pour deux raisons. Ou alors, déjà, il tourne Mission Impossible 6. Donc un petit film, une petite production, voilà. Et puis, il était là pour faire la promotion de ce film-là, La Momie, qui sort mercredi, c'est-à-dire demain. Grosse production. Juste pour vous resituer un petit peu Tom Cruise, je ne vais pas vous le représenter, il y a des vedettes, il y a des stars et il y a des méga stars. C'est une méga star, c'est le roi du box-office. Tom Cruise, c'est 7 milliards de dollars de recettes générées en 27 films. Vous vous rendez compte? L'année dernière, il y avait... on peut lui mettre ça sur son compte, à lui tout seul? Oui, parce qu'en plus, il produit, comme tous les grands, il sait très bien s'entourer et il sait choisir ses projets. Ce projet, La Momie, comme ça, on pourrait se dire, bon, La Momie, il y a eu un film dans les années 30, il y en a eu un autre dans les années 90. Ils disent film d'horreur. Film d'épouvante, l'histoire d'une princesse égyptienne, d'une momie donc, qui se réveille dans le Londres d'aujourd'hui. Oui, parce que ce film-là, ce n'est pas un remake, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du cinéma un reboot. Un reboot, littéralement, un redémarrage. C'est presque comme un remake, sauf que l'action, la narration est un peu différente. Ça se passe aujourd'hui, dans le Londres d'aujourd'hui. La Momie est une femme. Une femme, c'est une Française. Sofia Boutella. Oui, Sofia Boutella. Elle a d'origine algérienne. Boutella. Elle a 35 ans. 35 ans. Danseuse, elle a dansé pour Madonna, Rihanna, oui. Jamiroquai. Elle a fait un petit peu de cinéma avec Colin Firth, Kingsman, vous vous souvenez? Tom Cruise l'a choisi, oui, parce que c'est Tom Cruise, et les studios Universal, mais c'est quand même Tom qui choisit ses partenaires. Alors, les studios Universal ont eu une bonne idée. Revisiter leurs films classiques des années 30, leurs films d'épouvante comme L'Homme Invisible, Dracula et La Momie, en prenant des stars à chaque fois. C'est Tom Cruise là qui ouvre le bal, mais on aura aussi Angelina Jolie dans le rôle de la fiancée de Frankenstein, Johnny Depp dans le rôle de L'Homme Invisible. Donc c'est assez enthousiasmant. Qu'est-ce qu'on a fait? Tom était à Paris. J'ai eu droit... Vous l'appelez Tommy, vous? J'appelle Tommy, d'autant que c'est pas la première fois que je l'interviewe. Oui. Je peux quand même dire qu'à chaque fois, c'est un réel plaisir parce que cet acteur-là est extrêmement professionnel, souriant du début à la fin. Il se lève pour vous dire bonjour. Pardon, c'est de l'éducation, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ah bon? On était tous de l'équipe technique. Les autres, à moi, on était tous comme ça, sous le charme. Tom, tu reviens à Paris. Il fait bien le boulot. Le service après-vente, ça a un sens quand on est un acteur américain célèbre. Une grâce, nous l'avons rencontré. Ah ouais. Bonjour Tom, j'ai vu le film hier, vous m'avez collé une sacrée trouille. Good. She will claim what she has been denied. Il y a de l'action, du suspense, de l'aventure, mais des blagues aussi. Yes. Ce n'était pas comme ça dans l'original. Non, dans l'original des années 30, c'était vraiment un film de genre. C'est l'un des premiers films qui a permis à Universal Studios de devenir un des grands studios hollywoodiens. Donc il n'y avait pas d'humour. Il y avait un petit peu d'aventure, ça faisait peur. Tout ce que j'adorais regarder quand j'étais enfant, à la télévision, en noir et blanc. Vous savez, aux États-Unis, nous avions parfois le vendredi ou le samedi soir des films qui faisaient peur. J'adorais ça. Et vos parents, ils savaient que vous regardiez des films d'horreur? Non, en fait, ils étaient au restaurant. Est-ce que vous réalisez toujours vos propres cascades? Oui. Vous êtes assez incroyable. Oui, merci. Je le fais encore et toujours. C'est beaucoup de plaisir. Ils construisent des séquences pour moi. On travaille ensemble dessus. Vous savez, l'avion dans lequel nous faisons ces cascades, j'y pensais depuis des années et des années. Et on est venu ici en France pour le vol 0G. C'est une société française, des astronautes français qui ont conçu ce programme. Et on a construit le décor à l'intérieur de cet avion. C'est là qu'on a tourné la scène de crash. C'est vraiment authentique. Ça vous arrive de vous blesser parfois? Dans la vie ou dans les films?
Parce que je suis vraiment sportif. J'adore grimper, sauter en parachute, voler en avion, tous ces trucs, piloter des hélicoptères. Quand je fais des cascades, je suis un peu secoué, mais rien de bien méchant. Je n'ai jamais été blessé, je n'ai jamais loupé un jour de tournage, je ne suis jamais arrivé en retard sur le plateau. And the business being evil, Mr. Morton. Recognize, contain, examine, destroy. She is by far the most ancient we've ever encountered. Dans la vie, vous êtes très copain avec Russell Crowe, mais c'est la première fois que vous jouez ensemble. C'est vrai. J'ai vu son travail avant qu'il fasse des films aux États-Unis. C'est juste un énorme acteur. Il est brillant. L'avoir avec nous pour jouer Dr. Jekyll, c'était vraiment très excitant. Le voir développer son personnage et l'interpréter. Je le connais personnellement depuis longtemps. Nous sommes amis depuis des années. On voulait travailler ensemble et ça ne s'était jamais fait. Donc j'étais ravi. Avoir Russell avec nous, j'étais vraiment fou de joie. Il est incroyable, c'est un acteur polyvalent. J'adore bosser avec lui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il est charmant. Alors évidemment, ce que je comprends, ce qui vous plaît, c'est que quand vous faites une blague, il fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, il fait. Mieux que ça, comment il fait c'est pas quand vous faites une blague. Quand lui-même fait une blague, il rigole à sa propre blague de la même façon. Et ça donne quoi? C'est-à-dire, vous dites, est-ce que vous êtes blessé? Il dit, dans la vraie vie? Alors moi, je dis... oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on rigole de nos propres blagues, mais lui, il le fait vraiment bien. Il est charmant, ce garçon. Il fait bien son travail. Tom. Il a pris une Française, il aurait aussi pu en prendre une autre. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que nous appelons le plus de l'actualité ici à Télématin avec Frédéric Vion. Depuis quand en France y a-t-il des premiers ministres? En gros, on va dire au XVIIe siècle, je ne vais pas remonter à Charlemagne. 17e. Ouais, oui, les rois de France. Les rois de France, quand ils ont commencé à choisir une personne pour gérer leurs affaires, ils disaient « vous serez mon principal ministre ». Principal ministre, Premier ministre. Ça commence au XVIIe siècle. Regardez avec un monsieur que vous allez reconnaître, Armand Duplessis, cardinal de Richelieu, principal ministre de Louis XIII. Pendant presque 20 ans, jusqu'à sa mort, à cette époque, il ne rend compte qu'au roi, puisque le roi, Louis XIII, a un pouvoir absolu, donc il délègue ce pouvoir tout aussi absolu à son Premier ministre, son principal ministre, Richelieu. Et ça va être exactement pareil avec le suivant, principal ministre de Louis XIV, cette fois-ci, c'est Mazarin. Vous voyez, le cardinal aussi de Mazarin, qui est italien d'ailleurs, au passage, il n'y a pas besoin d'être français à l'époque, c'est vraiment le roi qui choisit absolument qui il veut comme principal ministre. Il n'y a guère que vraiment juste avant... Surtout quand on peut avoir une Marie de Médicis comme quelque chose comme ça, comme marraine, alors, ça aide. Regardez, ça c'est Louis XVI, parce que quand la Révolution approche, Louis XVI sent qu'il faut quand même qu'il choisisse quelqu'un qui est M. Necker ici, qui plaît au peuple. Parce que Louis XVI, vous savez qu'il a mal fini. Donc au début, le peuple commence à être un peu remuant. Donc il prend Necker alors qu'il n'en voulait pas, mais parce que Necker plaît au peuple, parce qu'il a une réputation d'honnêteté. Donc c'est vraiment qu'à partir de la Révolution que le Premier ministre n'a plus son pouvoir seulement du roi, mais aussi de la base, via une assemblée nationale, un parlement, etc. Les rois d'après la Révolution, comme Louis-Philippe par exemple, vont commencer à devoir un peu prendre les conseils des Français. Ça va être de plus en plus vrai à partir de la République. La République s'établit à partir du 4 septembre 1870 de manière définitive en France. C'est pour ça, si vous habitez rue du 4 septembre, que votre rue s'appelle comme ça. Regardez, la Troisième République. Donc là, vraiment, ça va s'inverser, il n'y a plus de droit. Donc toute la légitimité des premiers ministres va venir des assemblées nationales qui seront élues. Le président de la République, il ne sert à rien. Regardez, ça c'est Paul Deschanel, le pauvre, il coupe les rubans dans les inaugurations, il tombe des trains pendant les cérémonies. Mais oui, c'est vrai. Ça, c'est Albert Lebrun dans les années 30. Oui, c'est vrai. Albert Lebrun dans les années 30, on choisit des messieurs qui ont de la prestance, mais qui sont très neutres. Le chef, c'est le Premier ministre à l'époque. Le président sert vraiment à rien. Un Premier ministre, alors on dit président du Conseil, mais c'est ça, c'est Premier ministre. Ça, c'est Jules Ferry. Ça ressemble un peu à Édouard Balladur. Jules Ferry. Vous avez raison. Clémenceau, Premier ministre pendant la guerre de 14. bien sûr. Ou alors Poincaré, qui va être Premier ministre, on va voir juste après. Ce qui est intéressant dans les quiz, c'est quel était le président de Poincaré. Quel était le président Poincaré, il était président. Il était président, lui. Puis il a été Premier ministre après. Donc c'est vous dire que vraiment l'important, c'est Premier ministre. Il a d'abord été président, puis après, une fois qu'il a été fini, il s'est dit, bon, je vais faire un peu quelque chose d'intéressant dans ma vie. Il est devenu Premier ministre. On disait président du Conseil à l'époque, mais c'est vraiment Premier ministre. C'est pareil. Alors l'ennui, c'est que quand vous dépendez que de l'Assemblée comme Premier ministre, c'est que l'Assemblée, parfois, elle est un peu remuante, elle peut vous mettre dehors.
dans les années 50, tous les 6 mois, hein, regardez. Oui. Comme ils dépendaient uniquement de l'Assemblée nationale, les premiers ministres des années 50 se font mettre dehors tous les 6 mois en moyenne. Vous allez voir monsieur Joseph Laniel, lui, il a fait 2 fois Premier ministre, enfin président du Conseil, 2 fois 6 mois, pas plus. Donc, à partir de 1958, on se dit qu'il va falloir stabiliser un petit peu tout ça. On va passer à la 5e République. Ça, c'est Charles de Gaulle qui a... Alors oui, on va le voir tout de suite d'ailleurs après le général de Gaulle. Là, on est encore sous la 4e République. Voici de Gaulle. En 58, lui, il va changer tout ça. Il dit, moi, je veux un gouvernement plus stable. Donc, il y aura un président de la République qui sera fort et qui va du coup protéger un peu son Premier ministre. C'est-à-dire qu'on vient un peu à la façon dont ça fonctionnait sous les rois. Le Premier ministre ne dépend plus seulement de l'Assemblée qui est en dessous de lui, mais aussi un peu du président de la République qui est au-dessus de lui et qui le protège. Par exemple, De Gaulle peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il l'a fait pour protéger son Premier ministre qui était Georges Pompidou à l'époque. Et il sert aussi de fusible. Oui, c'est dans les deux sens. Il le protège le Premier ministre est fusible du président, mais le président peut protéger son Premier ministre. Donc là, le président et le Premier ministre, on les connaît, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, mais il manque le 3e du trio, l'Assemblée nationale, pour savoir comment ça va fonctionner. On les lit donc, cette Assemblée nationale, dimanche prochain, et le suivant, n'oubliez pas d'y aller. Merci beaucoup. Moi, dans la maison vide, dans ma chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Avec Thomas Hervé, on va s'intéresser, vous allez voir, à la publicité, mais non pas chez nous, mais au-delà. Et on parle cependant de sujets que vous connaissez bien. Si je vous dis bricolage, décoration, etc., il y a même, figurez-vous, à la télévision, des chroniques consacrées à ça. Mais cet engouement concerne d'autres pays. Ça marche aussi bien ailleurs. Mais bien sûr, parce que tout le monde a décidé maintenant de faire sa propre décoration, son propre bricolage. Et c'est devenu une activité. Vous savez que c'est un des passe-temps favoris de nos compatriotes, mais c'est un des passe-temps favoris de tout le monde. Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Hein. La première, c'est tout simplement parce que économiquement, à un moment donné, c'est devenu plus rentable de faire soi-même plutôt que d'acheter. Donc il y a eu cette dimension-là. C'est cette idée-là oui. Parce que moi je pensais bricolage, ça marche partout en Europe et au-delà même. Bon, non. Donc on fait des pubs sur le bricolage. Ah non, par exemple là vous allez voir, on va aller en Allemagne. Là en Allemagne, c'est pas l'histoire de juste retaper votre petite lampe de chevet Non, vous allez construire entièrement votre maison. De A jusqu'à Z. C'est-à-dire que je fais tout toi-même. Je fais tout toi-même, exactement. Alors d'habitude c'est des petites choses et tout. Là vous allez voir, c'est une maison. Pour vanter des magasins de bricolage. Donc évidemment, ça a fait quand même beaucoup de bruit. Et ils ont vendu ? Ils ont vendu, bien sûr. Pourquoi ? Non. Mais pourquoi ils ont vendu ? Je sais pas. Mais parce que le but de la publicité, c'est de faire parler soi. Vous avez vu comment ça a réagi en plateau ? Tout le monde était là en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette pub ? Mais regardez-le, le père est mort. Non, finalement, il n'est pas mort, il se retrouve. Mais ça nous vend quoi ? Non, mais ça vous n'allez pas dans le magasin qui vous fournit des matériaux qui vont s'écrouler. Vous n'y allez pas. Mais si, parce qu'on vous dit, en fait, en gros, vous pouvez bricoler, ça peut mal se passer, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas mort d'homme. Et en gros, vous pourrez toujours reconstruire. Bonjour, vous allez peut-être mourir, mais alors nous vous vendons le... Voilà. Ah oui, c'est ça l'idée. Alors attention, deuxième opération publicitaire beaucoup plus dure. Vous êtes un peintre et on vous dit, voilà, vous fabriquez des peintures, donc vous devez vendre le fait que vos peintures sont de toutes les couleurs et qu'elles sont évidemment magnifiques. Pour cela, vous savez, le vieux nuancier. C'est un petit, vous savez, comme ça, de papier que vous prenez. Un éventail, ça s'appelle. Un éventail, exactement. Mais avec toutes les couleurs dessus. Oui. Et vous dites, regardez monsieur, est-ce que ce bleu, est-ce que ce violet, etc. Oui. Donc le problème, c'est comment, à partir de cet objet-là, réussir à faire une publicité créative. Là, c'est plus dur.
Là, vous voyez, là, c'est créatif quand même. Joli travail de dessin animé. De dessin animé, de création, tout ça. Ouais. Et on termine avec quelque chose. Vous savez que les Norvégiens ont toujours cette espèce de cliché, en tout cas chez nous. La Norvégienne, elle est belle, elle est jolie, elle est blonde. Ah bon? Oui, non, ça c'est la Suédoise. Oui, la Norvégienne aussi quand même. Bon, oui. Enfin, si ça vous arrange. Eh ben, vous allez voir qu'en l'occurrence, là, c'est vraiment un cliché. Alla här då bara. Ikke akkurat minimalt. Det indre som teller, da. Kom. Because looks do matter. Et ça, c'est extraordinaire de se dire qu'ils font ça juste pour un truc ouais, voilà, c'est ça, même pas, c'est du mastic. Ouais. Attention, le look, c'est important. Voilà. Surtout dans les circonstances pareilles. Exactement. Sinon ça va. Ça n'a aucune importance. Allez, on commence par qui? Bob Dylan. Alors, avec l'histoire dans le Parisien ce matin, l'histoire d'un discours à 800 000 euros. 819 000 euros. Alors, il est prix Nobel quand même. Voilà, il a reçu le Nobel de littérature, il a eu sa médaille, il a eu son diplôme, mais il n'avait pas eu son chèque. Un chèque de 8 millions de couronnes, donc 819 000 euros. Et j'apprends que pour recevoir le chèque, quand vous serez prix Nobel, William, il faut envoyer dans les 6 mois le discours qu'exige l'Académie suédoise. Et Dylan l'a fait, mais in extremis, il est arrivé ces jours-ci. Il a envoyé, alors c'est même pas un discours écrit, c'est un enregistrement audio, dans lequel d'ailleurs il explique pourquoi il a tergiversé, pourquoi s'est muré dans le silence lorsqu'il a su qu'il avait le prix Nobel. Il dit « Je me suis demandé quel était le lien entre mes chansons et la littérature. Je voulais y réfléchir et découvrir la connexion. » Et voilà, dans ce texte, il cite aussi ses influences majeures. Il cite Cervantes, Melville pour Moby Dick, Shakespeare. Pourquoi est-ce qu'il est obligé d'envoyer son texte? Ça veut dire que si ça ne leur plaît pas, le texte au prix Nobel, à l'Académie, je veux dire. Je ne sache pas que l'Académie puisse dire ce texte est bien ou ce texte n'est pas bien. Non, il faut juste, que le texte existe. Voilà. C'est une manière de dire, OK, j'accepte le prix Nobel et évidemment le chèque qui va avec. Sinon, il n'y a pas de chèque. Pas de texte, pas de chèque. Regardez cette photo, prise en 1975 à Cleveland. Qui sont ces gens? Concert. Oui, non, ce sont des fans des Rolling Stones. Une photo d'Annie Leibovitch. Alors, c'est une parmi les quelques 3000 images de la photographe qui sont exposées à Arles jusqu'au 24 septembre prochain à la Fondation Luma. 3000 photos, c'est pas rien, elles sont à touche-touche, 3000, ça commence à faire beaucoup. Alors, ce sont des photos qui ont été prises par la photographe entre 1970 et 1983. Je rappelle qu'elle a aujourd'hui 67 ans, qu'elle est devenue célèbre pour ses portraits sophistiqués en couverture du magazine Vanity Fair, notamment celui de Demi Moore enceinte ou encore celui de Whoopi Goldberg dans cette baignoire remplie de lait. Très bonne idée d'ailleurs. Et alors dans Le Monde, Annie Leibovitz parle des Stones et elle dit, pour cette expo, je me suis replongée dans toutes les photos que j'avais faites. Je suis retombée amoureuse de Mick Jagger, pas en tant que femme et homme, mais en tant que photographe. Et son sujet, il a un tel charisme, une charge sexuelle pas possible. Ses gestes sont d'une beauté sans égale. Et elle reparle aussi de la tournée des Stones en 1965, parce qu'elle dit j'étais censée être leur photographe officiel sur la tournée, mais en fait, je restais avec eux en permanence, debout avec eux toute la nuit, donc je dormais le jour. À la fin, j'ai terminé complètement démolie, et j'ai, dit-elle, découvert un tas de choses pendant cette tournée. Alors on lui dit, mais la drogue? Elle dit, oui, la drogue, et tout le reste, tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà, je laisse ça, je livre ça à votre imagination. C'est que de l'imagination. Donc non, il n'y a pas le détail, quoi. C'est ça, je veux dire. Vous pensez bien que si elle avait vu, je vous les aurais donnés. Mais lisez quand même cette interview dans Le Monde, elle est intéressante. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jusqu'à vendredi, l'agence Magnum, on parle toujours de photos, vend des tirages d'archives sélectionnés par ses photographes. C'est une vente en ligne, je suis allé sur le site, c'est 100 € la photo. Et au dos de chaque photo, eh bien, l'auteur révèle son interprétation du fameux
au plus près, énoncé par Robert Capa. Capa, je le rappelle, c'est le fondateur de l'agence Magnum, et il disait, si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près. Alors, celle que vous voyez, pour le coup, il était prêt. Elle a été prise par Capa lors du débarquement, le 6 juin 1944, mais vous en avez d'autres, comme celle-ci, par exemple, de David Hearn. Tout à l'heure, on parlait des Stones, voici les Beatles, maintenant. Elle a été prise sur le tournage de Hard Day's Night, et l'image que vous voyez là a été prise lors du premier jour du tournage du film. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Merci beaucoup.